première hypothèse, Jean nous le disait il y a de cela quelques instants, la priorité, souvent, c'est ses proches, et le premier de ses proches, c'est son conjoint, avec qui on a passé une grande partie de sa vie. Si je veux désigner comme bénéficiaire mon conjoint, est-ce que je le précise par son nom, ou est-ce que je le précise par sa qualité en marquant simplement mon conjoint? Quel est le risque et les avantages de chacune des solutions? Alors, si on précise le nom de conjoint, on fait donc référence à une qualité. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir à partir de quand on apprécie cette qualité. Est-ce qu'on apprécie la qualité de conjoint au moment de la souscription ou au moment où le contrat est dénoué, autrement dit, où le capital est reçu? Et donc, cette qualité, la réponse, c'est qu'elle s'apprécie au moment où le capital est reçu. Donc ça veut dire que si mon conjoint est parti avec quelqu'un d'autre pendant ce temps-là, il risque de toucher le pognon. Si le conjoint n'a pas été sage et qu'il est toujours conjoint, eh bien effectivement, dans cette hypothèse-là, le conjoint va toucher le capital. Alors la question, c'est qu'il faut préciser. Alors déjà, on peut préciser mon conjoint. Alors sachant qu'il faut aussi faire attention au fait que conjoint, c'est pas le partenaire. Conjoint, c'est pas le concubin. Bon, il y a eu un arrêt de cour d'appel qui a admis effectivement que par extension c'était le concubin, mais reste un arrêt d'espèce. Et le conjoint, stricto sensu, c'est une personne mariée. Donc déjà, il faut être précis sur la qualité. Ensuite, effectivement, il y a la question de la séparation. Et peut-être que là, il est aussi prudent de préciser mon conjoint, mais non séparé de corps, ou contre lequel il n'y a pas une instance en assignation en divorce qui peut être lancée. Vous voyez, on peut préciser la notion de conjoint. Parce que si, effectivement, il y a une assignation en divorce, et que malheureusement il y a un décès, eh bien le conjoint n'est pas divorcé. Et donc recevra les capitaux. D'accord. En revanche, si j'ai marqué mon conjoint non séparé de corps et qu'on est séparé, on passera à un autre bénéficiaire. Voilà, mais non séparé de corps, ça signifie quand même qu'il y a un jugement de séparation de corps. Ne confondons pas la séparation de corps et la séparation de fait. Ok. Est-ce que ce que vous venez de dire est valable si jamais je n'ai pas fait le choix du mariage, mais que j'ai fait le choix du Pacs? Le Pacs, c'est-à-dire... et qu'au lieu de marquer mon conjoint, je mets mon partenaire de Pacs, parce que j'ai fait un Pacs, je ne me suis pas marié. Oui, donc eh bien c'est le partenaire de Pacs qui recueillera les capitaux bénéficiaires, mais si le Pacs est rompu, donc il n'y a plus de Pacs, mais un Pacs, on peut en sortir librement, hein, c'est l'essence du Pacs, donc ça s'appréciera au jour où le capital est versé. Même question, je ne suis pas en situation de mariage, je ne suis pas en situation de Pacs, je suis en situation de concubinage, et je mets mon concubin. Pour moi, c'est relativement imprécis. Non, mais vous avez... que les choses soient bien claires. Moi, j'y connais rien, je vous pose des questions. Donc, je suis l'épargnant qui s'interroge. Donc, si vous me dites ce soir, la bonne recommandation, c'est il ne faut pas écrire ça, vous n'hésitez pas. Non, on ne te dit pas qu'il ne faut pas l'écrire, on te dit qu'il ne faut pas prendre de concubin. Parce qu'il peut y en avoir une pluralité, on n'arrive pas à savoir lequel. Voilà, tout simplement. C'est tout. C'est tout. Après, c'est une notion de pure fait, et là, on va rentrer dans des discussions. Allez, je vous lance sur un débat. Jean-François, si tu permets, sur un petit point qui rejoint ce que j'ai dit précédemment, c'est quand vous désignez comme bénéficiaire votre conjoint ou votre partenaire pacsé, vous savez que le capital qu'il reçoit est exonéré à 100% de son montant. Conséquence de la loi TEPA, de la loi il y a quelques belles années. Donc, par contre, ce dispositif ne profite pas aux concubins. Si tu mets le mot concubin, tu dois dire mon concubin, madame... ou ma concubine alors, madame un tel. Il faut préciser son nom, parce que le mot concubin n'est pas constaté civilement, et on aurait quelques difficultés, l'assureur aurait quelques difficultés pour dire, attendez, est-ce que c'est sûr que... non, pas vous voyez ce que je veux dire. Qui a la qualité de concubin? Donc il faut mettre concubin et on associe le nom. Ok, voilà. On a l'idée de se dire que l'assurance vie, ça permet d'avoir des avantages successoraux. Et oui. Jean Lanier, vous venez de nous en parler, vous venez de nous dire que la loi TEPA avait changé la donne pour les conjoints qui sont désormais exonérés de droits de succession. Est-ce que c'est encore utile, vu cette exonération de droits de succession, de mettre son conjoint comme bénéficiaire de son contrat d'assurance vie? Pour moi, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, puisque le contrat d'assurance vie est hors succession. Et ce qui déterminera ensuite nos débats sur la clause bénéficiaire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas exporter les mécanismes successoraux
sur le contrat d'assurance vie, ils ne sont pas exportables sauf de manière conventionnelle. Donc aujourd'hui, un conjoint qui reçoit quelque chose par l'assurance vie ne sera pas soumis aux règles relatives à la réserve et à sa limitation de part liée à la réserve héréditaire. Donc c'est quand même très intéressant pour lui. Jean-François, imagine pas une seconde que parce que les capitaux que je recevrai par l'assurance vie ne sont pas imposés, je vais laisser ma femme désigner quelqu'un d'autre. Pour rebondir sur le cas du concubin et donc pour corroborer les propos du professeur Olagnier, il est bien évident que là aussi en matière de concubins, je rappelle que les concubins sont imposés à un taux de 60% au regard des droits de succession, puisque ce sont des personnes non parentes et le statut de concubin n'est pas reconnu par la loi fiscale. Donc bien évidemment, en souscrivant un contrat d'assurance vie au profit du concubin, soit c'est un contrat d'assurance vie qui est exonéré de droits de succession comme étant souscrit avant 70 ans, et donc on va retrouver les dispositions de l'article 990I, c'est-à-dire qu'on aura une imposition à 20% et un petit peu plus au-delà de 152 500 €, donc c'est toujours très avantageux. Ok, je vous raconte ma vie. La tienne ? J'ai 75 ans, 2 enfants, chacun de ces enfants ayant lui-même 2 enfants. Donc je n'ai pas à mettre mon conjoint dans ma clause bénéficiaire et donc je décide d'écrire la chose suivante. Mes enfants, et puis comme Gilles Bonnet nous a expliqué tout à l'heure en disant qu'il fallait toujours qu'il y ait une solution de repli pour pas que ça tombe dans la succession, je mets mes enfants, à défaut mes héritiers. Vous pensez quoi de ma clause bénéficiaire ? Alors, ça certes, on a des bénéficiaires. Malheureusement, on peut imaginer que ça manque de souplesse et que certains cas ne seront pas remplis. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe-t-il si un des enfants décède ? Donc, on ne prévoit pas le cas de la représentation. La représentation, ça veut dire quoi en pratique ? La représentation, ça veut dire que c'est un mécanisme d'origine successorale qui permet à des enfants de venir représenter leur auteur qui lui-même est décédé. Donc c'est ce qu'on appelle une dérogation à la règle du degré. Ça permet de venir remplacer le père ou la mère qui était prédécédé. Et donc là, on ne prévoit pas cette clause, on ne prévoit pas cette représentation. Et donc là, si on a un enfant qui est prédécédé et qui avait lui-même des enfants, eh bien ces enfants-là ne toucheront rien dans le contrat d'assurance vie. Ce qui n'est sans doute pas le but du souscripteur. Donc ce que vous voulez me dire, c'est que s'il y a 2 enfants et que j'en ai un qui décède avant moi, à la lecture de cette clause, on dira tout revient à mon enfant survivant. Oui. Voilà, exactement. Et donc là, on crée une inégalité dans les souches. On avait 2 souches, 2 enfants, lesquelles souches avaient elles-mêmes des enfants. Et donc là, on crée une inégalité. Donc la clause est inadaptée. Mais il faut bien voir une chose, et ce qu'on disait tout à l'heure, les mécanismes successoraux ne s'importent pas dans l'assurance vie, sauf à les importer, mais en les précisant, en les demandant. Et donc là, il faut prévoir le cas de la représentation. D'accord. Face à une clause comme ça, quand la compagnie d'assurance va recevoir cette clause, je suis convaincu que la compagnie ne laissera pas passer cette clause sans interpeller celui qui l'a rédigée. Il y a des conseillers, je dirais, patrimoniaux qui figurent au sein de la maison à Sac-Fapès. Et les conseillers patrimoniaux seront là pour dire « Hé, votre clause est incertaine dans son libellé. Vous devez mettre mes enfants. » Et dans le cas de prédécesseurs, vivants ou représentés. Ça veut dire que là, c'est là où la Sac-Fapès joue un rôle important grâce à ces conseillers qui accompagnent le contrat d'assurance, qui accompagnent le souscripteur, qui accompagnent le contrat lui-même et qui va dire « votre clause est imprécise, on va la compléter, on va l'adapter aux préoccupations que vous avez développées ». Allez, je prends une autre clause. Justement, je vous ai écouté. Alors vous allez me dire ce que vous pensez de ce que j'ai écrit là. Donc j'ai mis marqué mon conjoint, parce que cette fois-ci je voulais protéger mon conjoint. J'ai entendu Maître Bonnet qui me disait qu'il fallait que je traite la problématique de la séparation de corps, donc j'ai marqué non séparé de corps. Un défaut, mes enfants nés ou à naître par parts égales entre eux, la part d'un enfant prédécédé revenant à ses descendants, et puis à défaut, j'ai marqué à défaut mes héritiers. Vous en pensez quoi ? Alors là, c'est très bien, parce qu'effectivement, on voit la représentation, seulement là, je reste encore un peu sur ma faim, mais vous allez dire, Maître Bonnet est jamais content. Peut-être, finalement, mais parce qu'il faut bien voir qu'en 2006, donc date de la réforme des libéralités, on a permis qu'on puisse représenter un renonçant. Autrement dit, un héritier qui renonce, eh bien ses propres enfants peuvent venir à sa place. Ce n'est pas parce que je renonce que je désamorce mes enfants du droit de recevoir cette succession.
hein, notamment en ligne descendante, on hérite à l'infini. Ma fille et mes deux petits-enfants par parts égales, à défaut mes héritiers. Déjà, ça veut dire, jusqu'à présent, on a vu des clauses bénéficiaires où on affectait tout de manière, je dirais, définitive. C'est-à-dire, mon conjoint, il y avait une personne qui recevait tout. On peut proratiser, on peut faire des pourcentages, on peut dire, je vais donner les 100 000 premiers euros à telle personne, la suite à telle autre personne, etc. Comment ça se passe ? Ah oui, on peut proratiser, on peut donner des pourcentages, oui, bien évidemment. Des montants fixes, je peux très bien dire, j'ai un contrat d'assurance vie, c'est vous, monsieur, que je désigne comme bénéficiaire, vous m'êtes sympathique, à hauteur de 50 000 euros. S'il y a plus, ben, ça ira, madame. Et s'il y a moins, c'est tout pour vous. On peut jouer intelligemment avec la clause bénéficiaire pour saisir la réalité de l'affection qu'on porte à ses proches. Hein, ce que je veux, c'est assurer une belle protection de ceux qui me survivront. Et donc, je vais répartir le capital en fonction des besoins que j'estime qu'ils auront, ou moi, exprimés pour eux. Seulement, la seule question après, c'est que s'il y en a un qui renonce ou s'il y en a un qui est prédécédé et qu'on n'a pas prévu la représentation, comment se répartit le reste ?